Radio Vie Meilleure vous présente L'Homme sans masque, une émission radiophonique consacrée aux hommes, fils et époux. Chaque 4e samedi du mois, en live de 15h à 16h30, L'Homme sans masque. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre confiance renouvelée. Vous êtes bel et bien sur les ondes de Radio Vie Meilleure. Et pour ceux qui sont devant leur téléviseur, eh bien, vous êtes sur le YouTube, chaîne de Radio Vie Meilleure. Nous vous proposons l'émission L'Homme sans masque avec un thème tout à fait différent, un thème qui va certainement vous passionner, vous les femmes, et un thème qui va vous intéresser, vous les hommes. Ce thème est ce que porte l'homme, choix et construction. Accrochez-vous, vous allez être surpris. Accrochez-vous, nous avons beaucoup à vous dire. Prenez des notes s'il le faut, mais surtout, n'hésitez pas à partager le lien avec ceux et celles que vous aimez, qui vous sont proches. Et bien sûr, pour mener à bien cette émission, nous avons fait appel à notre équipe que nous aimons bien. On ne change pas d'équipe qui gagne. Je veux parler de l'équipe de L'Homme sans masque. Et nous avons en ligne de mire Sandrine Joinville, qui, elle, est médiatrice familiale. Sandrine, bonsoir. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Bonsoir à notre psychologue émérite Maurice Valsi. Bonsoir Jean, bonsoir à nos amis sur le YouTube. Et bien sûr, notre théologien Éric Joinville. Bonsoir Jean, bonsoir à chacun d'entre vous. Voilà, bien sûr, il faut remercier toute l'équipe qui s'est mobilisée pour la circonstance, tant en radio qu'en pour la diffusion radio, mais aussi pour la diffusion YouTube. Donc, c'est toute une équipe qui est mobilisée et nous tenons vraiment à les remercier et bien sûr les encourager. Il ne faut surtout pas oublier le standard. Vous pouvez composer le 05 90 83 25 73, 83 25 73, si vous avez des questions à poser. Et bien sûr, nous sommes là pour réceptionner vos appels et bien sûr participer à l'émission. Eh bien, c'est vrai que l'homme antillais est vu par les femmes comme porteur de rien. Je dis bien les femmes antillais. L'homme antillais est vu par les femmes comme porteur de rien. Ce qui, quelque part, reste, entre guillemets, un mépris. C'est toujours la femme qui porte soit les enfants, soit les soucis, soit la maison, etc. Est-ce une méconnaissance ou une non-reconnaissance de l'autre? Nietzsche dit que dans toutes les femmes, dit que tout dans la femme est question, je préfère lire, tout dans la femme est question, tout dans la femme a une solution et tout dans la femme est grossesse. Alors, accroche-toi Moïse, j'ai une belle question pour toi. Est-ce que la femme est à remplir? Chers amis auditeurs, je vais répondre à cette question, mais je veux bien préciser que c'est Nietzsche qui dit ce qu'il dit. Ce n'est pas moi. Maintenant, savoir est-ce que la femme est à remplir, c'est vrai que dans cette philosophie nietzschéenne, ce qu'on va noter, c'est qu'effectivement, la femme poserait question à l'homme, en soi. Et que la solution serait une affaire de grossesse, une affaire de remplissage. Il est vrai aussi que les femmes, expriment très souvent que l'homme est de moins en moins présent. Nous en parlions un peu quelque part le mois dernier, mais la question pour moi est de comprendre ou de savoir pourquoi et qu'est-ce que l'homme devrait porter? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que l'homme devrait porter et qu'est-ce que la femme ne devrait pas? Sachant que si elle serait à remplir, tout
mais tout est réglé, un peu comme dit Nietzsche. Rempli, quelqu'un de rempli, c'est quelqu'un de satisfait. Et si, bien sûr, le remplissage en question, le contenu qu'on lui a donné, c'est ce qu'elle voulait, qu'elle attendait. Maintenant, pour les femmes, les hommes ne portent rien, peut-être. Mais pour les hommes, qu'est-ce qu'ils portent? Pour l'homme de Nietzsche, la femme doit être remplie, mais de quoi? Grossesse d'un bébé à porter. Et effectivement, ce sont les femmes qui portent le bébé. Ce sont les femmes qui portent le bébé, mais la femme peut-être doit être portée. Et qui va porter la femme? Sandrine va te répondre. C'est encore une charge. C'est encore une charge pour l'homme. Et c'est vrai que cette expression de penser que l'homme ne porte rien, et singulièrement cet homme antillais, c'est vrai que c'est quelque part, pas simplement méprisant, mais c'est peut-être justement une méconnaissance de l'homme ou un positionnement qui lui a été signifié avec son histoire, son historicité en lien avec l'esclavage, en lien avec un certain nombre justement de déterminismes qui vont faire que l'homme en serait là. Mais la réalité, c'est que cet homme-là, me semble-t-il, porte ou est appelé à porter, et là c'est moi qui parle, est appelé à porter la femme et tout ce qui concerne son environnement socio-familial. Je dis bien, il est appelé selon moi à porter la femme et tout ce qui concerne son environnement socio-familial. Ce qui veut dire... C'est lourd. Ce qui veut dire que la tâche de l'homme est lourde. Et de dire qu'il ne porte rien, c'est peut-être parce que certains, ou trop, s'en défont en prenant la tangente. Parce que c'est lourd. Parce qu'ils se rendent compte de la lourdeur de ce qui est apporté. Voilà. C'est d'abord une charge mentale. C'est une charge mentale, oui, parce que de toute façon, à partir du moment qu'on a une responsabilité, elle est premièrement mentale, elle va être intériorisée et après elle va être mise en œuvre de façon plus ou moins pratique. Mais la réalité, c'est que la grande majorité des charges, sauf en situation, je dirais, d'esclavage, la grande majorité des charges ne sont portées que parce qu'on veut les porter, qu'on accepte de les porter. Oui, donc on va parler tout à l'heure de la répercussion de cette charge sur son choix, sur la construction même de l'homme. On va parler de cette répercussion. Mais Sandrine, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on a déjà dit jusqu'à maintenant? Moi, ce qui me pose question, c'est qu'il suffit qu'on parle de porter, on fait tout de suite lien au port du bébé. Alors, c'est Nietzsche qui a fait. Ouais, mais souvent, hein, quand on dit tu portes, on dit c'est pas toi qui as porté l'enfant. Et l'enfant, il reste que 9 mois dans le ventre, hein, si tout va bien. Ça veut dire que... Et 9 sur les bras. Et c'est ça, hors du ventre, qui le porte? Est-ce qu'il est toujours porté par justement cette femme? Donc, quelque part, porter, à quel moment, porter qui, porter quoi? Ce que tu dis, Moïse, par rapport à l'homme qui porte la femme et tout l'environnement. Est-ce que la femme se laisse porter? Est-ce que le fait de porter est un choix ou un héritage parce qu'on a défini que, en effet, l'homme doit faire ça ou ça, doit porter comme ci ou comme ça. Quelque part, c'est de se dire, se questionner et identifier qu'est-ce que je porte. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est une injonction? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que je suis conscient de ce que je porte ou pas? Et est-ce que c'est OK? Hein? Donc, dans tout ce qui a été dit dans cette introduction, j'aimerais me dire, est-ce qu'on peut identifier là ce qui a apporté
et dans quelle finalité, quelque part. Oui, mais pour continuer ce que dit Sandrine, c'est vrai que la question de la finalité est importante parce qu'elle va aider à définir ce qu'on va porter et comment on va porter. Ou, parce que la finalité, c'est le où. Est-ce que c'est une question, ça peut être une question de lieu, mais ça peut être aussi une question de construction, puisque notre titre en parle aussi, une question de construction pour autant celui qui porte que pour ceux qui sont portés. Après, la question de porter, ça peut amener à la question de apporter. Qu'est-ce qu'on apporte? Quel est l'apport? C'est-à-dire l'élément en sus que l'on va rajouter à quelque chose qui est déjà là. Parce que, si je prends un exemple, la rencontre d'une femme et d'un homme, si on reste sur la question du couple, la rencontre d'une femme et d'un homme ne se fait pas de façon anodine. Ce que je veux dire par là, c'est que cet homme-là a un background, cette femme-là a un background. Donc chacun a déjà quelque chose dont ils sont pétris. Et après, c'est comment on va accepter que ce que lui, il porte, que ce qu'elle, elle porte, on va mettre ça ensemble. Et après, quel accord nous aurons pour mieux porter tout ce qui est d'elle, tout ce qui est de lui, pour mieux porter et où, comment. Donc, quelque part, on est encore dans ce que nous disions le mois dernier, dans un consensus nécessaire. Mais ce consensus, des fois, vole en éclats, en chemin, ou dès le départ, parce que quelque part, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde pour qui va porter, comment porter et quelle finalité. Et donc, la question de la finalité va poser la question des choix que nous ferons, des étapes que nous allons passer pour arriver au terme décidé, au terme pressenti. Mais du coup, par rapport à ce que tu dis, Moïse, et par rapport à la réponse des femmes que Jean a mis en relief, c'est rien. Ce rien-là, quelque part, est-ce que, quelle que soit la finalité, c'est rien? C'est-à-dire, comment je vais dire ça? En additionnant le port de l'enfant et tout le reste, tu as parlé de charge mentale, on parle aussi de gestion du quotidien, en termes financiers, en termes éducatifs, etc. Si la femme dit rien, est-ce à dire que la douleur, l'investissement, la charge est finalement... n'a pas de prix. N'a pas de prix, n'a pas de valeur, mais aussi est-ce que elle est reconnue? Parce que Moïse, tu as dit, l'homme porte la femme et l'enfant. Donc finalement, l'homme porte rien. Est-ce que l'homme porte rien si la femme porte tout? Une belle question. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. C'est parce que dans ce que Jean dit, il dit finalement les femmes disent ils portent rien. Et la première question, quand on dit ce que porte l'homme, le réflexe, c'est mais qu'est-ce qu'il porte? Oui. Parce que finalement, tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui concerne la famille, est quelque part relégué. Et écoute, moi, à la femme. Ouais, j'apporte l'argent, je vous donne un toit, mais finalement, ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Mais est-ce que c'est le plus important? Est-ce que c'est ça, porter? Tu vois? Et c'est là où on entend ce rien-là. Parce que l'épuisement, qui est-ce qu'il a? La femme ou l'homme? Quand on porte quelque chose, on est fatigué. Qui est fatigué? Qui est épuisé? Qui éduque? Qui ne dort pas? On peut aller dans plein de questions comme ça. Donc finalement, est-ce que ce rien-là est porté par l'homme? Parce que est-ce que l'homme va... Allez, je me lâche. Est-ce que l'homme va se lever la nuit? Est-ce que l'homme va faire les démarches administratives? Est-ce que l'homme va aller chez le médecin? Ou bien il va juste dire il faut que. Est-ce que c'est ça, porter?
C'est quoi porter? Et moi, je vais continuer sur ta question, une question un peu plus polémique par rapport à se lever la nuit, par exemple, parce que là, on est encore en lien avec le bébé. Mais pourquoi se lèverait-il la nuit s'il ne donne pas le sein? Question. Donc, s'il se lève alors qu'il ne donne pas le sein, c'est qu'encore une fois, il y a une finalité derrière. Cette finalité, elle a été définie par qui? Comment, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va le pousser, quel leitmotiv, pour quelle raison il va se lever. Il ne doit pas se lever de façon inutile. C'est qu'il y a une raison, et une raison impérieuse, importante. Et lorsqu'elle est identifiée, cette raison-là, se lever là la nuit va être tout à fait normal. Va être normalisé parce qu'en fait, on l'a normalisé, pas que lui. Et c'est là aussi toute la chose. Donc, ce que porte l'homme, c'est aussi ce qu'il va décider de porter, ce qu'il va comprendre qu'il faille qu'il porte. Mais c'est aussi une question de qui il est, là, homme, dans cette situation familiale, dans cette situation conjugale, dans cet espace-là, maison, cet espace social, cet espace ecclésial, tous ces espaces qu'il va fréquenter avec cette ou ces personnes. Mais dans la logique même du couple, l'homme doit porter. Dans la logique du couple, en principe. En fait, l'homme doit porter, on se le dit ainsi, mais encore on parle d'injonction, mais cette injonction-là, si c'est une injonction, c'est une obligation. Et on ne peut pas obliger les gens à porter, hommes ou femmes. On ne peut pas obliger les gens à porter. Et porter véritablement, moi j'en viens maintenant à supporter. Si j'accepte d'être support de quelque chose, c'est parce que j'estime que ce que je vais porter, d'accord, comme aide, comme force, comme valorisation, va permettre une avancée, va permettre un équilibre, va permettre que que le système puisse continuer à exister. Voilà, donc, mais est-ce que l'homme, quand tu dis que l'homme va supporter, dans quelle position il se met? Est-ce qu'il se met, tu vois, en position quelque part inférieure? Pour supporter, il faut être inférieur, il faut être en dessous. Il faut être en dessous. Pourtant, notre société, notre définition de l'homme dit qu'il ne doit pas supporter, mais qu'il doit porter. Et ça met vraiment dans une complexité particulière parce que l'homme va se sentir émasculé, c'est ce qu'on dit? Oui. Voilà, on va lui dire qu'il porte, c'est pas lui qui porte la culotte, parce que justement, il va supporter. Peut-être que son rôle est de supporter. Est-ce qu'il a compris ça? Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Est-ce que c'est convenu? Mais justement, c'est très particulier. On est là véritablement dans des confusions de rôles, dans des confusions effectivement de positionnement, des fois dans des confusions aussi de genre, parce que la question de support et supporter n'est pas censée être une question péjorative, bien au contraire. Parce que les supports de la maison tiennent la maison. Sans eux, la maison, elle s'écroule. Ce qui veut dire que c'est censé être valorisant l'homme qui supporte. Parce que ça veut dire que c'est un homme qui porte. Il permet l'équilibre, il permet la continuité du système. Mais ce n'est pas facile pour l'homme. Mais oui, ce n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile, c'est ce qu'on n'accepte pas. Quoique, j'entends déjà Sandrine. Mais quelque part, lorsque l'on entre dans un projet et que l'on a défini, on a pris conscience des contours du projet, des exigences de celui-ci, et qu'on les a acceptées, les rencontrer en chemin, c'est normal. Donc, ça ne les rend pas obligatoirement plus simples, hein, plus faciles, mais c'est normal. Et le fait que ce soit normalisé, on les vit comme étant faciles. Comme étant, pas parce qu'ils sont faciles, mais comme étant faciles. Donc ça veut dire qu'en amont, il faut déjà
prendre conscience de l'ampleur de ce qui nous attend. Nécessité. Qui attend l'homme. Selon moi, nécessité, obligation de prendre conscience, parce que si on ne prend pas conscience, on va se retrouver, bon, il y a une expression un peu en créole, on dit entrer dans la guerre sans bâton, sans fusil. Ça veut dire que tu vas te retrouver dans une situation, tu n'as pas les tenants et les aboutissants, tu n'as pas les outils, donc tu te fais avoir. Et l'idée, c'est que les hommes comprennent que oui, ils ont les moyens pour porter, ils sont là pour supporter, mais pas dans le sens de se sentir écrasé, bien au contraire, mais dans le sens d'être des supports qui permettent de la vie. Et lorsque les femmes expriment que les hommes ne portent rien, elles sont en train d'exprimer une souffrance, un manque. Parce que ce sont des femmes qui sont dans des situations où l'homme manque, le support manque. Et quand elles ont été tant de fois confrontées à des histoires personnelles ou de manque de support, dès lors elles vont généraliser, mais l'homme ne porte rien. L'homme entier ne porte rien. Que faut-il pour être ce support dont tu parles? Mais tout dépend dans quelle société qu'on est. Si on considère qu'on est dans une société matriarcale ou patriarcale, parce que cette question touche vraiment à l'anthropologie. Quelle est l'origine de l'homme? D'où il vient? Qu'est-ce qui lui a été attribué? Vous voyez, le mois dernier, quand on parlait de culture, d'héritage culturel, on ne peut pas se passer de l'héritage culturel. Qu'est-ce qu'on a reçu en héritage? Mais on est obligé de tenir compte de l'origine des choses. L'homme, il a supporté beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il supporte? Est-ce qu'il supporte la famille? On est dans une plainte. On a l'impression qu'on est dans une plainte, que l'homme ne supporte rien. Qu'est-ce qu'il supporte? Pourquoi il est là? À quoi il sert? Tu vois? Donc, si on définit qu'on est dans une société patriarcale, alors on va dire, voilà, c'est important que l'homme supporte. Mais si, par exemple, on veut croire qu'on est dans une société matriarcale, on ne doit pas attendre grand-chose de l'homme pour qu'il puisse supporter. La société patriarcale, c'est vraiment, il est là, il est le fondement, il est celui qui supporte tout, qui porte tout, et qui doit apporter, par exemple, foi, qui aide aussi à faire des choix, qui a une mission à accomplir, qui doit supporter la famille, et qui doit aussi permettre toutes ces choses en ayant cette liberté qu'il a reçue, parce qu'il a son origine. Il a été créé libre, il a été créé pour nous, nous croyons qu'il a été créé à l'image de Dieu, d'accord? Et Dieu, lui, va nous donner une certaine dimension où nous devrions prendre aussi compte de ça. Moi, ce que je peux ajouter par rapport à ce qu'Éric dit, mais moi, je suis un peu embêté. Si on revient à notre petite société antillaise guadeloupéenne, c'est vrai qu'on parle de société matriarcale, patriarcale, mais moi, je parlerais plus de matrifocalité. C'est-à-dire qu'il y a une concentration sur le rôle de la femme. Et qui fait que l'homme, justement, quelque part, est mis dehors très souvent par cette femme-là. Mais c'est une société patriarcale. C'est une société patriarcale parce que ce sont les hommes qui mènent, en fait. C'est un système masculin, en fait, où véritablement, ceux qui vont... si on l'élargit à la société française, maintenant on travaille sur la parité et tout cela, mais en fait, véritablement, les décideurs, ce sont des hommes. Il ne faut pas se voiler la face. Les décideurs, ce sont des hommes, ce sont des mâles. Et donc, c'est du patriarcal, c'est une société masculine. Et maintenant, lorsqu'on regarde dans les faits, dans les us, dans les petites les micro-structures familiales, c'est très souvent les femmes qui doivent tout gérer, en fait. Mais l'homme rappelle que c'est lui le chef, le caput, d'accord? Oui. Il va rappeler que c'est lui le chef. Mais dans cette gestion du quotidien, de la maison, de la vie, de la famille, Sandrine parlait tout à l'heure de l'administratif. Ben, écoutez, c'est très souvent les femmes qui doivent le faire et veiller à l'équilibre. Et quand elles sont dans cette logique-là, c'est clair qu'elles ont le sentiment en fait, que l'homme
qu'il n'y en a pas en fait. Oui, douce rien. Douce rien. Et nécessité pour les hommes d'entendre que nous devons revoir notre copie. Nous devons revoir notre copie, non seulement parce que ces femmes-là sont en difficulté, mais aussi parce que nous avons les moyens pour supporter, pour permettre que ces femmes-là soient bien, et aussi les enfants, et aussi ma lignée, quoi. On parlait de tel père, tel fils. Il y a des choses à transmettre. Il y a des choses à transmettre, mais par l'exemple, par le fait d'être support, par le fait de porter. Oui, mais cette lignée antillaise, c'est l'homme esclave, cette lignée antillaise. C'est l'homme esclave, c'est l'homme qui ne pleure pas. Oui. C'est l'homme qui se tait, c'est l'homme qui est privé de liberté, d'affection, privé de sa fonction de père, privé de son autorité. Oui, oui. Est-ce que c'est actuel, ce que tu dis? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est pas juste un souvenir auquel on veut s'attacher, mais qui donne des prétextes? Ouais, parce que maintenant, moi, je trouve, de ce que je vois, beaucoup d'hommes prennent leurs responsabilités. Beaucoup d'hommes veulent être pères. Alors, on a ce père très moderne qui emmène les enfants au foot, qui joue avec les enfants, qui joue à la play avec les enfants, qui fait à manger, qui apprend comment faire à manger, qui veut... Et c'est pour ça qu'on dit qu'il veut faire le rôle d'une mère, mais pourtant, il est père. Pourquoi ne ferait-il pas la lessive, ou etc. Parce qu'on a très genré ces tâches. Donc, cette idée d'esclavage... C'est surtout la jeune génération qui... Pas spécialement. On a nos papas... mon papa, il est né dans les années 40. Donc, moi, je suis née dans les années 70. Mon papa, je l'ai connu à faire plein de choses. Encore plus parce qu'on vivait en France. Il n'y a pas question que maman fait ou que papa fait. Même la génération des pères antillais, ce sont des pères qui faisaient des choses. Ce rien-là, il est comme une fumée. Tu vois, c'est comme si on veut croire, mais ce n'est pas vraiment une réalité qui ne fait rien. Quand on regarde nos pères à nous là, nos pères faisaient quelque chose. Oui. Et si on fait ce sondage-là sur une salle de 50 personnes, on a quand même des pères qui faisaient des choses et qui font encore des choses. Mais c'est à savoir comment ils construisent leur fonction de père. Et c'est là qu'on rentre dans la notion de choix. Voilà. Et c'est comment cette construction-là est faite, parce que finalement, si on prend l'argument de l'esclavage et de tout ça, c'est pas si réel que ça, actuellement. Oui, je partage totalement ce que Sandrine dit. C'est-à-dire, on n'ignore pas ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, il y a eu cet arrachement dans cette période où on a détaché le père de sa famille. Oui. Ça lui a été imposé. Après, est-ce que c'est resté comme habitude? Est-ce qu'il en a pris goût? Je ne pense pas qu'il en a pris goût. Maintenant, c'est une question de rééducation où l'homme a cherché à reprendre sa place. Maintenant, dans cet arrachement, est-ce que la femme, pendant cette période, a pris goût de ne pas avoir cette autorité, d'accord, de cet homme qui était au départ père, mari, etc. Maintenant, ce qu'on doit regarder de notre société, disons, on a 5 générations. On a 5 générations. Nous avons les tout petits enfants. Maintenant, on a des parents de 18, 20 ans. Après ça, nous avons des 30 et quelques années. Après ça, il y a notre génération, la cinquantaine. Et maintenant, après ça, il y a les 70, 80, 90 ans et peut-être une 6e génération si on compte ceux de 120 ans. D'accord ? Mais si nous regardons toutes ces générations précédentes, enfin, jusqu'à 120 ans, jusqu'à nous, on va dire que, on ne peut pas dire que l'homme ne fait rien. On ne peut pas dire ça. Parce que c'est eux qui ont mené, d'accord, ces générations, qui ont mené cette nouvelle génération qui est là et qui, quelquefois, peut-être veut changer
ou bien ne veut pas suivre la lignée, ou bien hériter, garder un héritage qui pense que c'est pas au beau fixe, d'accord? Ça ne va pas dans ce sens de la société. Mais quand on regarde bien cette génération, ces hommes de cette génération de la cinquantaine, disons la troisième génération, c'est une génération quand même qui porte certaines choses. Nous ne pouvons pas dire que notre société est dans le désarroi, est perdue. Non, ces générations ont construit certaines choses au niveau de la société, au niveau de la famille. Maintenant, est-ce que ça perdure? Est-ce que ça arrange tout le monde? Est-ce que ça mérite d'être amélioré? C'est là la question. Pourquoi? Parce que quand on parle de père qui devient père, mais avant qu'il devienne père, il devient mari, ou bien il faut au départ que la femme et l'homme s'accordent. C'est pour ça qu'on fait les préparations au mariage, pour qu'avant que ces personnes s'engagent, qu'ils puissent s'entendre ensemble. Pour tout ce qui concerne la famille, la mission, le choix, quelle foi qu'on va mettre ensemble. C'est très important de pouvoir réfléchir. Maintenant, la difficulté, quand on dit que l'homme ne porte rien, c'est qu'il y a quelque part un manque. Un manque. Alors, c'est là qu'il doit réfléchir. Pourquoi il y a ce manque? Quel manque il y a? On doit travailler sur ça. Et la question, c'est que l'homme, lui, qu'est-ce qu'il porte? Il porte beaucoup de choses, mais est-ce qu'il porte la chose qu'il faut au bon moment et au bon endroit? Et c'est là que j'allais venir à la question de la distribution. C'est-à-dire que, comment dirais-je, très souvent, il y a des choses à porter. Il y a des responsabilités à prendre. Celles-ci enjoignent l'un comme l'autre, femme comme homme, à se positionner. Et certaines fois, on se positionne mal. On se positionne mal en méconnaissant nos propres attributs, nos propres capacités, nos propres compétences. C'est ça. Ce qui fait qu'il y a une distribution de rôles, distribution de responsabilités, mais de façon inadéquate, inadaptée. Et en fait, dans l'homme ne porte rien, il faut aussi entendre le fait que ce que l'homme porte n'est pas identifié comme ce qui doit être porté. La position qu'il prend ou les positions qu'il prend ne sont pas identifiées comme étant les bonnes positions. Dès lors, lui-même est perdu parce qu'il a le sentiment de porter, mais en même temps, on lui dit qu'il ne porte rien. Alors que quelque part, au départ, voilà ce qui lui a été assigné. Donc, nécessité encore, parce que tu as parlé de génération, Eric, nécessité de pouvoir avoir un dialogue intergénérationnel pour permettre aussi d'éveiller les consciences, de les éclairer, comme une espèce de formation continue, de pouvoir parler de mais comment les choses se font, comment les choses se faisaient. On parle d'anciens sentiers lorsqu'on lit la Bible. C'est-à-dire revenir, comprendre pour pouvoir mieux appréhender le réel et mieux se positionner sur ce futur, dans cette construction. Mais est-ce qu'il s'inscrit dans une finalité? Mais oui. Il faut s'inscrire dans cette finalité. Mais même lorsqu'on y est inscrit, en fait, on y est mal inscrit. Ce qui fait que finalement, le message porté par notre implication n'est pas entendu, n'est pas reconnu. Ce qui veut dire, et c'est très intéressant ce que tu dis, Moïse, c'est comment aussi construire ainsi, en faisant fi et en choisissant. Quelque part, ce que je veux dire par là, beaucoup de couples rentrent dans des comparaisons avec les autres couples, avec les autres familles, avec la génération d'en haut, avec les voisins, etc. Avec aussi, entre eux, il y a une rivalité, donc il y a une guerre de position. Donc comment construire en utilisant les bons éléments, en les identifiant et en reconnaissant qu'à ce moment-là, il faut cet élément-là et pas un autre. Quelque part, ça questionne aussi la base sur laquelle l'individu est fondé et la base sur laquelle le couple est fondé pour faire justement famille,
pour faire mission, pour faire des choix, pour être libre aussi hein, dans cette construction-là. Parce qu'il y a aussi la notion du libre arbitre. C'est-à-dire que ça questionne quelque part tous les fondamentaux de sur quoi je vais me construire ou me baser. Et c'est là la difficulté. C'est là la difficulté parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on a des modèles, donc nos générations d'avant. On a aussi des injonctions de la société. On est quelque part en confusion. Il y a tellement de choix, il y a tellement de modèles, il y a tellement de façons que finalement, nos fondamentaux de base sont secoués et on ne sait plus quelque part reconnaître les bons éléments, hein, et je le mets entre guillemets, le bon, je ne vais pas dire les éléments normaux, parce que chaque famille adapte sa prise en charge, je le dirais comme ça, par rapport au couple, par rapport au mari, par rapport à l'épouse, par rapport aux enfants. Mais quelque part, comment identifier, choisir les bons éléments pour faire famille, pour permettre à l'homme de porter, de supporter, pour permettre à la femme d'être en collaboration, dans une co-construction. Co-construction. Et c'est ça qui quelque part, fait de la confusion. Et je rajoute une autre, pour un exemple. Voilà ce couple-là qui se sont mis d'accord, ces personnes-là qui se sont mis d'accord pour se marier. Elles se sont mariées. On va même dire qu'elles sont chrétiennes, elles se sont mariées. Et semble-t-il qu'ils ont décidé d'avoir, vont avoir des enfants. D'accord ? Et quelque temps après le mariage, la femme fait savoir à l'homme qu'elle ne veut pas avoir d'enfants, qu'elle ne veut plus avoir d'enfants. La question, c'est comment va-t-il accueillir cette réalité de sa femme? Comment va-t-il supporter cela? Comment va-t-il porter avec elle cette réalité-là? Cela, c'est un choc. Le sentiment, en fait, d'avoir été trahi, le sentiment d'avoir été, dans notre langage, couillonné, d'accord? Et donc, son positionnement, c'est les choix qu'il va faire désormais, vont beaucoup être teintés de ce sentiment-là. S'il ne réussit pas justement à se réaccorder avec elle, c'est un couple qui petit à petit va vivre dans la douleur. Que ce soit elle, que ce soit lui. Le désinvestissement peut venir, c'est-à-dire que cet homme-là peut se désinvestir totalement de la vie du couple parce que pour lui, ce qui avait été posé au départ, c'est-à-dire l'engagement qui avait été pris, la finalité, l'un des éléments de finalité qui avait été posé, en fait, on lui a enlevé et donc il se retrouve perdu, en difficulté. Il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi. On lui impose quelque chose. Et donc, elle, la femme peut dire, mais finalement, il ne fait rien. Il ne porte rien. Et sûrement qu'elle a raison. Mais en fait, la raison ou les raisons pour lesquelles il ne porte rien peuvent être justifiables par lui. Mais en réalité, tout le monde souffre. Oui. Tout le monde souffre. C'est vrai. Mais c'est vrai que quand tu dis ça, ça nous pousse à réfléchir à l'origine. À l'origine, on voit par exemple, Dieu va créer pour nous les croyants, nous croyons qu'il y a la création, et Dieu lui va créer l'homme, il va le doter de tout ce qu'il faut, il est complet, parce que Dieu va le créer à son image, selon sa ressemblance, donc il est complet. Il va trouver que, vraiment, en regardant les animaux, que finalement il manque quelqu'un à ses côtés. Dieu va prendre cette personne de son côté, il va le placer à ses côtés, enfin à l'intérieur, il va le placer à ses côtés. Et finalement, on ne donne pas ce qu'on a, on donne ce qu'on a, d'accord? Et finalement, il va donner ce qu'il a reçu à sa femme comme enseignement, comme instruction. Et regardez bien à l'épisode où la femme doit manger le fruit, qu'est-ce qu'il fait?
eh bien, il va manger le fruit. Et pourtant, il est le responsable. Ouais. Il est le responsable, mais face à une désobéissance de la femme, un écart de la femme, il va suivre cette écart. désobéissance, cet écart. Il ne va pas rester dans sa position, il va suivre. On peut se poser des questions, mais finalement, fallait-il rester dans sa position? Est-ce qu'il porte avec elle? Est-ce qu'il a porté avec elle? Est-ce que c'est Vous voyez? supporté avec elle? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a supporté la femme? Est-ce qu'il a porté avec elle? Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est vrai, c'est une très bonne question. Vous voyez? Donc, quand on est dans ces situations, la femme va dire, mais finalement, il a porté avec moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait en réalité? Est-ce qu'il devait rester dans sa position? Pourtant, lui, l'homme, il savait ce qu'il ne fallait pas faire. Et il savait surtout ce qu'il fallait faire. Maintenant, n'oublions pas que l'homme, eh bien, la femme et lui forment un. Et c'est où le questionnement quand on est dans le foyer et quand on dit que l'homme ne porte rien. Est-ce que les deux croient qu'ils forment un? Et s'ils sont d'accord sur cette pensée-là, ils doivent définir ce que chaque personne doit faire au sein du foyer. Maintenant, quelquefois, il y a des abandons de l'homme, mais comment ça se passe? Pourquoi il y a un abandon? Est-ce qu'il réfléchit pour savoir, voilà, au niveau, par exemple, de la construction, il doit construire une famille, mais qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte aussi la foi aussi, il apporte beaucoup de choses, il y a une mission, il est là aussi pour pouvoir garantir la liberté, comme Dieu aussi a garanti sa liberté, il est libre de faire ce qu'il veut, d'accord? Parce qu'il a été créé à son image. Mais c'est quoi avoir la liberté? Vous voyez? Donc, on doit vraiment réfléchir pour savoir, vraiment, quand on dit qu'il ne porte rien, ce rien-là, ça c'est quoi? Mais la difficulté, Eric, c'est aussi lorsque justement cet homme-là se sent largué, abandonné, sa réaction qui peut être comprise, entendue, de laisser tomber, de prendre aussi ses distances. Mais après, c'est tout le système qui est en difficulté. Oui. C'est comment, malgré le fait que les choix de construction que nous avions n'aient pas été respectés, comment moi je peux continuer à être un responsable. Un responsable d'une situation dont je ne suis pas comptable en fait. Mais en réalité, est-ce que je ne suis pas comptable de cette situation? Oui. Mais il faudrait aussi que chacun, la femme comme l'homme, puisse reconnaître que chacun a sa place. Oui, mais... C'est-à-dire que c'est important, l'homme a sa place, oui. Et il ne faut pas minimiser la place. Il faut lui permettre d'avoir sa place pour le ramener à sa responsabilité. On va dire, ses responsabilités. et je vais rigoler en disant ça. Dans ton exemple, Ève a donné à ramener Adam à sa place lorsqu'elle lui a proposé le fruit. Et la question c'est, est-ce qu'il a pris sa responsabilité? Vraisemblablement non. Parce que porter, c'est aussi dire non. C'est aussi dire non. Oui. C'est aussi tout cela. Parce que ce n'est pas simplement être d'accord avec. Oui, et c'est pour ça que tu vois, quand on parle de foi dans une famille, quand un homme a foi dans, par exemple, on parle de personnes qui ont une profession religieuse, qui croient en Dieu, par exemple, chrétienne, quand cette personne a foi en Dieu, que va-t-il faire quand, par exemple, il y a un questionnement au niveau de la femme et des enfants? Est-ce qu'il va rester attaché à la foi ou bien se plier, se pencher sur le souhait des autres, c'est-à-dire des enfants et de la femme, alors qu'il a une responsabilité. Il ne faut pas oublier que lui, il a été créé à l'image de Dieu et qu'il doit rester invariable. Il doit être celui qui permette à ce qu'il y ait quelque chose une fondation, quelque chose, des repères, quelque chose de fixe, où on peut compter sur lui, même si de l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté de la famille, eh bien, on n'est pas toujours d'accord. Ou bien on souhaiterait vraiment qu'il puisse vraiment atténuer. Donc, il doit véritablement devenir ce support-là. Ce support fixe, stable. Mais c'est depuis le départ, depuis le départ, il doit être OK sur ça, sur sa responsabilité en tant qu'homme et ce qu'il doit porter. Mais ça sous-entend, excuse-moi Jean,
parce que ces messieurs-là, ils ont des choses qu'ils disent. Ça sous-entend qu'il n'y ait pas de choix. C'est-à-dire qu'il y a portée, il y a, comme tu dis, par exemple, tu parlais de foi, c'est comment aussi, et ça c'est, je ne vais pas être trop stricte ni trop catégorique, l'homme, il a cette aptitude à s'adapter, à accompagner quand il construit, c'est-à-dire qu'il y a un discernement. Oui, il doit l'avoir. Et dans ce rien-là, moi j'entends aussi comment l'homme met en place des stratégies pour pouvoir porter et supporter. Et il y a souvent si je ne peux pas faire ça, je ne peux rien faire. Et ce n'est pas ça. C'est si je ne peux pas faire ça là maintenant, comment je peux faire de façon à rester dans mon rôle. Et souvent les hommes, ils aiment dire, si ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Mais le défi, il est là. Dans le choix et dans la construction, voici ce qu'il porte. Il porte le discernement, il porte l'adaptabilité, il porte l'accompagnement. Il est là à, quelque part, peser, sous-peser, qualifier, quantifier. Et c'est tellement épuisant pour lui parce que ça demande tellement de choses que finalement, les femmes disent, il ne fait rien. Pourquoi, quelque part, il devrait s'épuiser? Et on connaît le caractère des hommes, sans blâmer quiconque. Oui, lorsqu'ils ne sont pas reconnus, il lâche. Il laisse. C'est ça, il faut s'y mettre en fait. La construction, c'est lutter. Sandrine, je comprends, mais lorsque madame veut faire ce qu'elle veut, madame veut faire ce qu'elle veut. Mais elle a mangé le fruit, elle peut faire ce qu'elle veut. Et moi, je le dis comme ça aujourd'hui, elle peut faire ce qu'elle veut, mais la question c'est, où est-ce que j'en suis moi, en tant qu'homme? C'est-à-dire que quand on a pris la responsabilité d'homme et chef de famille, c'est vrai que comme dit Sandrine, il faut réfléchir aux différentes possibilités. On réfléchit large, voilà, c'est comme ça, on ne va pas se séparer de sa femme, on ne va pas se séparer de ses enfants. Il faut qu'on réfléchisse pour savoir, voilà, il y a une tendance. Qu'est-ce qu'on peut apporter pour pouvoir changer la tendance? Oui, mais est-ce que je veux faire avec toi la guerre pour honorer Dieu, par exemple? C'est une très bonne question. Qui est-ce qui fait la guerre? Mais oui, pourquoi la guerre? Non, c'est la question que je pose. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que parce qu'on n'est pas du même avis, on fait la guerre. Heureusement qu'on n'est pas du même avis. C'est ce qui nous construit. C'est ce qui nous permet d'être libres, de faire des choix. Porter, c'est aussi assumer que l'autre, il est différent. Et heureusement qu'il y a de l'altérité. On ne se fusionne pas. On cohabite, on co-construit. Oui, mais est-ce que ma radicalité ne va pas me faire perdre ma famille? C'est-à-dire la radicalité à quel niveau? On ne peut pas non plus répondre de façon radicale. Oui. Tout à fait. Tu vois? C'est ça. C'est-à-dire c'est à quel niveau la radicalité? Parce qu'il y a des choses, par exemple, on est radical. Ça, il ne faut pas faire ça parce que c'est sûr que ce sera détruit. D'accord? Il y a des choses, on est clair là-dessus, ça c'est non. Après ça, il y a les autres choses. On peut voir comment on peut aller progressivement dans des situations. Donc c'est relatif. D'accord? Oui, tout est relatif. Il y a des choses dans une famille, c'est pas possible. C'est pas possible. Regardez un exemple. On a un exemple qui Josué, lui, il doit conduire le peuple comme Dieu lui demande. Mais le peuple, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tantôt, il est du côté de Dieu, tantôt, il est du côté des Baals, etc. Mais Josué, il lui dit, écoutez, il va falloir que vous fassiez un choix. Choisissez qui vous voulez servir, d'accord? Parce que moi et ma maison, regardez bien, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il ne laisse pas de choix. Il est radical. D'accord? Parce qu'il sait que là,
il y a un danger. D'accord? Mais sa famille est unie avec lui. Oui. Alors là, c'est présenté d'une manière vraiment globale, sur son expression, mais nous savons dans la maison que Josué, c'est une personne qui instruit sa femme et ses enfants en ce qui concerne le choix qu'il est appelé à prendre. Ça veut dire qu'il vis-à-vis. il est légitime, digne de Il est confiance. Oui, il est légitime. Ouais, Il est voilà. légitimé. Il est légitimé. Il est légitimé. Et c'est quelqu'un sans doute qui vit en fonction de ce qu'il dit. Oui, en fonction de sa mais foi. maintenant, ça n'enlève pas la question du choix de sa femme. Ça n'enlève pas la question du choix. C'est mon exemple de tout à l'heure. Ça n'enlève pas la question du fait que la femme peut lui dire non, je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas faire d'enfant. Maintenant, c'est quelle réaction va-t-il avoir, lui, qui est un chef, qui se positionne en homme, qui se positionne en responsable? Est-ce qu'il va laisser tomber? Et la question de Jean, c'était perdre ma famille. Qu'est-ce que, par rapport à la radicalité. Est-ce que je vais perdre ma famille? Mais ma position, c'est celle-là. D'accord? Tu as pris telle position, mais en fonction de la position qu'a pris l'autre, je dois pouvoir, Sandrine avait parlé de discernement, et j'ai bien aimé ce plébiscite de l'homme, de discernement, qu'il doit avoir un certain discernement, et c'est son discernement qui doit pouvoir lui dire, est-ce que le fait qu'elle ne veuille pas d'enfant, est-ce que c'est une raison suffisante pour que justement tout soit balayé? Est-ce que, tu vois, et certaines fois, cette analyse-là, on a besoin de la faire. Est-ce que cette querelle-là, est-ce que cette question-là est une question suffisante pour que nous puissions aller dormir dos à dos? Est-ce que, voilà, Oui. Après, ça se discute. Oui, Je pense que monsieur a quand même son projet. oui, mais Il a- son il a projet, son et projet c'est là d'avoir. mais Jean, c'est toute la question est là. Le projet, c'est le projet. Si c'est mon projet, ça veut dire que c'est marche ou crève. C'est ça. ils sont dans quelle mission? C'est vrai quand tu dis qu'il a son projet. Mais c'est vrai, Non, mais c'est pas moi, c'est Jean qui a dit ça. au départ, oui, non, j'étais simplement en train de reprendre ce que tu dis par rapport à ce que j'en disais. Mais c'est vrai, mais avant qu'on s'unisse, c'est très important quand deux personnes, avant de faire route ensemble, doivent se mettre en accord. OK? Ce sont des choses qui se discutent depuis le début. Ça peut évoluer. Ça peut évoluer, c'est sûr. Mais vraisemblablement, ça a évolué. Elle a dit qu'elle ne veut plus d'enfants. Oui, elle a dit qu'elle ne veut plus d'enfants. Pourquoi tu ne veux plus d'enfants? C'est Et ça. c'est où? Elle a ses raisons. Elle a ses raisons. Mais quelles sont les raisons? Est-ce que ce sont des vraies raisons? Ah ben bon. Ce sont les siennes, Eric. Oui, ce sont les siennes. Mais toujours est-il, attention, quand vous vous êtes accordés ensemble pour pouvoir avoir des enfants et que toi tu décides que tu ne veux plus d'enfants. Elle ne veut plus que son corps soit déformé, que ses seins tombent, que ceci et que cela. Oui, elle a peur de mourir en l'accouchement. Elle ne voit pas. Elle veut plus d'enfants. Eh ben, D'accord. Moïse Maintenant, connaît. quelle alternative? C'est-à-dire, en prenant ce choix, quelle alternative qu'elle donne à son mari? Mais son Alors. mari doit surtout, si j'entends peur, ça veut dire à la peur, il faut rassurer. Oui, c'est ça. Donc C'est-à-dire, ça veut dire que, Vas-y. excuse-moi, ça veut dire que l'homme vraiment il a il a l'homme l'aptitude. a la capacité et Il l'a. d'entrer Amen. dans un discernement, mais on ne va pas se cacher, il n'aime pas perdre son temps à discuter. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Parce que la femme, elle est là. Donc il y a un manque de dialogue, un manque de... C'est pas qu'il y a un manque de dialogue, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas certaines Il n'y a fois. pas du tout. Non, mais quand c'est on une a- question de construction. Oui, mais quand on arrive, on sait que les femmes papotent, elles parlent, les hommes disent « Waouh, mais qu'est-ce qu'elle va encore me dire? À 22h, tu veux changer le monde ?» Oui, à 22h, la femme est apaisée, elle a envie de discuter. Et l'homme, il est fatigué. On ne va pas se mentir, il est fatigué, il veut aller dormir. Mais c'est à ce moment-là qu'elle se sent en confiance et elle commence à devenir vulnérable. Oui. Elle commence à parler de ses peurs, elle commence à parler de ses projets, son idéal, et etc. Et puis, certaines fois, on a un homme qui dit « Ouais, mais on ne va pas rentrer dans cette discussion-là. Maintenant. Maintenant, je te donne
à manger, je te donne de l'argent, je t'ai fait une Oui, il va maison, globaliser. je t'ai fait une voiture. Et finalement, tu as envie de m'embêter quelque part avec ces questions rhétoriques et philosophiques, alors que c'est de l'existentiel. Ouais. Et là, dans ses choix et constructions, ce que porte l'homme, Il est appelé à porter cela. il est apporté à faire exister, Oui. à faire vivre Oui, tout à fait. sa famille. Mais il faut lutter. C'est pas facile. C'est pas simplement qu'il faut lutter. C'est pas la lutte seulement dont il est question. C'est important pour que l'homme puisse apprendre à comprendre cela. C'est pas pour rien qu'il y a l'école des parents. C'est pas toujours facile et évident pour un homme à vraiment discerner quand une femme, quand elle a peur de certaines choses, comment réagir. Je dis que vraiment nous sommes dans une progression, dans une construction où l'homme apprend à être un mari. Oui. Quelqu'un qui apprend à discerner. Mais ça, c'est au fil des années. Mais la femme aussi doit l'apprendre à devenir un mari qui écoute, bienveillant. Il dit, écoute, là, j'ai peur. Là, maintenant, quand je te dis ça, il faut me rassurer. Il faut que tu me rassures. Quand je te dis ça, ce sont les expressions de mes peurs. Donc, il va apprendre. Il va dire, ah d'accord, ok, c'est comme ça. D'accord, je comprends. Parce qu'il est inscrit dans la mission, on a parlé de l'objectif, de la finalité, il est inscrit dans la mission de l'élévation de sa famille, de son couple. Et il est inscrit dans la mission d'être là pour elle, avec elle. Oui. Et ça, je parle encore de conscientisation de mon rôle. Et parce que je suis support. Mais support de ces émotions-là, support de ces peurs-là, support de ces attentes-là, support de ces questionnements-là. Et vice-versa. Et vice-versa, tout à fait. Et vice-versa. Mais l'homme va s'en exprimer moins. Il va moins exprimer ce genre de choses. Donc, elle va être moins appelée à être support-là. Et si, je me tais, mais si l'homme est autant expressif que la femme, très souvent la femme, bon, on va dire la femme antillaise, comme on a parlé de l'homme antillais, la femme antillaise va lui dire, mais comment tu es là, tout le temps, machin. Elle va dire, mais il n'est pas assez viril, il est assez homme. En fait, parce qu'il parle, comme s'il pleurniche en fait. Et l'homme, il a cette injonction aussi de la part de la femme à ne pas trop pleurnicher. Mais une femme reconnaît, hein? C'est-à-dire, même si les expressions ne sont pas les mêmes, quand un homme porte, on va juste voir qu'il transpire, par exemple. Donc, est-ce que la femme le tamponne? Est-ce que la femme l'hydrate? C'est ça. Hein? Si on image le truc, c'est-à-dire que l'expression de l'homme est différente, mais reconnaissable. C'est ça, oui. Hein? Donc, à savoir si il se laisse aussi tamponner, hydrater. Parce que beaucoup d'hommes, comme ils sont dans cette injonction de porter, ne vont pas accepter à leur tour d'être supportés aussi. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Ben, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils portent alors? Et comment ils portent? Non, c'est quelque chose de purement une expression orgueilleuse. Parce que me faire tamponner par elle, ça veut dire que j'ai besoin d'elle. Oui. Alors que oui, j'ai besoin d'elle. Ne pas reconnaître que j'ai besoin d'elle, c'est effectivement manquer de discernement. Ben, ça veut dire aussi que quand je ne reconnais pas que j'ai besoin d'elle, peut-être aussi que j'ai appris à ne pas avoir besoin. Que être un homme, c'est ne pas avoir besoin. C'est un homme qui Tout ne à fait. pleure Donc pas. il y a des choses à déconstruire. Qui souffre, c'est un homme. Voilà les schémas. Donc on en a parlé tout à l'heure. On revient quelque part encore au fait d'être coéquipier. Oui. Au fait d'être cohérent à deux, tout en étant libre, chacun dans nos fonctions. Comment on co-construit. Et là, on rentre dans le choix. Est-ce que je choisis de co-construire? Parce que finalement, je ne suis pas le seul à porter. Je m'excuse de revenir un petit peu là-dessus, mais cette femme qui m'empêche d'être ce que je veux être. C'est un défi, hein?
Oui, elle m'empêche d'être ce que je veux être. Alors, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que l'homme veut être? C'est ça. Qu'est-ce qu'il veut être? Tu vois? C'est ça qu'il faut définir. Alors, qu'est-ce qu'il veut être? Il est un mari, d'accord? Il est un homme, il a une famille, il a une mission à accomplir. Il y a un lieu où il doit conduire sa famille. Il n'est pas seul, ils sont en couple, ils font couple. Mais il faut définir qu'est-ce que lui, il veut. Après, si, quand il dit ça, l'homme, eh bien, il doit être un homme, par exemple, un exemple, hein, antillais, d'accord? C'est un homme antillais, on définit un homme antillais et puis un homme qui est dans un autre pays. Mais tous les hommes, normalement, ont la même mission, ont la même responsabilité, ont les mêmes charges, logiquement, dans une famille. Alors, est-ce que c'est au niveau identitaire, d'accord, ou bien de sa personnalité? Oui, parce que pour moi, lorsque cette question-là se pose ainsi, cette femme qui m'empêche d'être l'homme ou celui que je veux être, oui. le je m'embête. Non pas que le je doive disparaître dans le couple ou dans la famille, mais cette expression-là m'embête parce qu'en fait, cela veut dire que nous ne sommes pas ensemble. Et cela veut dire quelque part que je pense que c'est possible pour moi d'être en dehors d'eux. Alors que nous avons décidé de faire couple, de faire famille, projet. On a décidé de construire, comme disait Sandrine, de co-construire. Mais moi, j'ai une idée de moi. Mais cette idée de moi-là, est-elle partagée? C'est-à-dire, et je dis même ce moi-là, il n'est même pas à sa place. Mais le nous, où est le nous dans mon jeu? Où est le projet? Où est le projet? Mais est-ce que dans ce que j'en dis, est-ce qu'il y a la place pour cette expression-là? À qui cet homme-là dit « elle m'empêche d'être ce que je veux être », comment c'est accueilli? Est-ce que c'est discuté? On revient encore sur ces espaces de discussion où on existe ensemble. On est toujours dans cette liberté, dans cette individualité, mais dans cette individualité, comment on existe ensemble? Ça veut dire aussi, est-ce qu'il y a l'accueil pour écouter ça? Est-ce qu'il y a l'espace pour le dire? Et est-ce qu'il y a, comme dit Moïse, comme on dit depuis tout à l'heure, des consensus, des accords, une cohérence, une cohésion? Est-ce que c'est possible? Parce que souvent, quand on entend cette phrase-là, c'est qu'elle est exprimée en dehors du couple. Elle est exprimée à un tiers. Et c'est aussi l'accueil du tiers qui va soit ramener ce monsieur-là dans le couple avec sa femme, dit écoute, va en discuter, vérifie à quel moment tu peux en discuter ou pas, ou est-ce que le tiers va servir finalement de maison annexe. Mais est-ce que vous voulez dire, à partir de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, qu'on se sépare trop facilement? On se sépare trop facilement. Moi, je pense que si on doit parler de séparation, parce que lorsqu'il y a séparation, ça veut dire qu'on a cessé de construire. Oui. Ou même qu'on a décidé de déconstruire. Ou qu'on construise autre chose. Peut-être pour construire autre chose. Mais ensemble, déconstruire, de mettre à mal, de casser. Pour moi, l'homme, il est appelé à réfléchir à quelque chose, à ses choix qu'il va faire afin de construire. Et lorsqu'on parle de l'homme que je veux être, mais construire un héritage, c'est-à-dire construire une transmission. Construire, on parle de mission, mais quelque chose de l'ordre de la transmission et de l'ordre de la, pour rester dans quelque chose du mois dernier, de la généalogie. Parce qu'en fait, ce n'est pas simplement pour aujourd'hui là que je construis. Mais je ne peux pas construire seul. Il y a peut-être des personnes qui ont construit leur maison seules. Il y a obligatoirement une partie du corps, ne serait-ce qu'un coup de main, ne serait-ce que
on a besoin de l'aide, de la participation. On ne peut pas se construire seul parce qu'on est dans un monde social, dans un univers social et donc on a besoin de l'autre, ne serait-ce que du regard de l'autre. Il va m'influencer, il va me pousser à me positionner de telle ou telle façon. Donc oui, très souvent en fait, on abandonne trop facilement. Pourquoi on abandonne? Parce qu'en fait, on ne fait pas ces temps-là dont Sandrine parlait, de pouvoir échanger ensemble, de pouvoir interroger, de pouvoir accueillir, de pouvoir supporter. Et en fait, c'est aussi parce que pour l'homme ne sait pas pourquoi il est là, véritablement. Beaucoup d'hommes ne savent pas pourquoi ils sont en couple. C'est-à-dire, eux, ils savent, ils pensent savoir, mais ils se trompent profondément. Beaucoup de femmes pareilles. Et ce qui fait qu'effectivement, dans cette dite construction, en fait, on se met à mal. Et effectivement, on va dire à l'autre, ben, tu sais, je ne veux plus d'enfants. Hein. J'avais parlé de ça, mais là, aujourd'hui, j'en en veux plus. Et on lui lâche ça, il n'a qu'à gérer. Ça sous-entend aussi que dans le choix du conjoint, certaines personnes vont choisir un conjoint en disant je vais gérer. Je vais faire, ou bien il ou elle va changer, on va pouvoir avancer ensemble, etc. Et encore une fois, il faut faire appel au discernement, mais aussi à une certaine frustration. C'est-à-dire que, ok, j'aurai pas tout ce que je veux, mais est-ce que je choisis de construire malgré tout? Est-ce que ça sera un trop grand décalage et que finalement, le décalage, il va m'amener nulle part hein? Ou bien, est-ce que petit à petit, on va s'adapter hein, si on part d'une construction en termes de matériel, en termes de finances? Est-ce qu'on va pouvoir se priver? Est-ce qu'on va pouvoir avancer ensemble? Et puis d'autres personnes veulent construire, mais ne veulent pas de sacrifice, ne veulent pas de frustration. Alors, ce n'est pas la vie réelle. Parce que la vie réelle, non seulement, c'est ce que dit Moïse, c'est le fait d'avoir l'autre qui est en face, c'est le fait de la société, c'est le fait aussi d'être différent, c'est le fait de s'adapter, de faire avec les aléas. Aujourd'hui, on n'a pas, demain on aura. Est-ce qu'on sait que notre réalité, la vie réelle, va nous emmener des luttes, des frustrations, des choix, notre mission va évoluer ou pas. Tu vois, il y a aussi tous ces questionnements, tout ce raisonnement-là à mettre en place pour qu'on ait des choix éclairés. Alors, tu as beaucoup parlé de construction. Est-ce que des couples qui se marient aujourd'hui sont conscients qu'ils vont construire? Est-ce qu'ils cherchent les matériaux? Est-ce qu'ils mettent en place les matériaux comme il se doit pour pouvoir vraiment construire? Je dirais que beaucoup de couples savent qu'ils vont construire, mais ils n'arrivent pas à gérer l'idéal et le réel. Et c'est cette gestion-là qui rend difficile la construction du couple. Ouais. Et si vraiment le couple se conditionne à l'autre, se sacrifie pour l'autre, alors on peut avancer. Mais malheureusement, maintenant, avec les réseaux sociaux, les choses deviennent les influenceurs, le trait romanesque, on rentre dans j'ai la science sans science. Oui. C'est-à-dire que j'ai la science, mais finalement, je n'ai pas vécu, je n'ai pas appris, je n'ai pas écouté, je n'ai pas lu, etc. Et on arrive, on veut tout de suite on passe du rêve à la réalité. Oui, c'est-à-dire un couple de 1 an veut être un couple de 30 ans. Oui. Mais le couple de 30 ans, je lisais un commentaire dernièrement, un monsieur qui a photographié un vieux couple, le commentaire disait « Combien de fois se sont-ils pardonnés ?» Wow. Parce qu'on ne construit pas comme ça.
On avance différemment. Oui. Et tu vois. D'où la raison, quand on parle de ce que porte l'homme, choix et construction, quand on parle d'influence. Quand par exemple tu dis, Jean, les gens se séparent souvent, d'accord? Ils font le choix de se séparer. Mais il faut penser aussi aux influences que cela peut apporter au niveau de la société. Tu vois, quelquefois, nous, on voit... Ils sont aussi sous influence. Oui, ils sont sous influence. Mais il faut aussi voir quelle influence qu'on va perpétuer. Oui. Je donne un exemple. 2 frères, Jacob et Ésaü, ils sont jumeaux. On connaît l'histoire. Jacob, lui, c'était un petit malin, d'accord? Dieu avait déjà dit à ses parents ce qu'il aurait fait, comment il serait. Bon, il a volé le doigt d'aînesse pour un plat d'entier. Enfin, il a fait commerce avec son frère. Son frère a méprisé son doigt d'aînesse, Ésaü. Et finalement, Jacob l'a eu. Et finalement, à la fin, quand il doit partir, le père doit donner la bénédiction. C'est encore Jacob qui va, avec l'aide de sa mère, voler la bénédiction qui doit revenir au frère aîné, Ésaü. Après, quand on lit l'histoire attentivement, lisez, je vous invite à lire l'histoire, vous verrez que, eh bien, la mère explique à Ésaü pourquoi il a trompé en faisant passer Jacob pour Ésaü pour recevoir la bénédiction. Il dit, voilà, Ésaü, eh bien, il s'est marié avec 2 femmes cananéennes qui n'adoraient pas le vrai Dieu et qui causaient que des problèmes à leur belle-mère au sein de la famille et qui influençaient Ésaü vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Et par la suite, quand le père Isaac va comprendre ça, il va demander à la mère, ramène-moi encore Jacob, il va rebénir encore Jacob. Mais ce que j'aimerais porter attention, c'est sur Ésaü. Ésaü va voir comment son père va faire à nouveau avec Jacob et il va se rendre compte que ce qu'il a fait a déplu à ses parents. Il va se marier avec une femme dont ses parents vont apprécier. On ne relève pas trop souvent cet épisode d'Ésaü. Mais on voit que Ésaü va reconnaître ses erreurs. Il ne peut pas se débarrasser de ses 2 premières femmes, il va garder ses 2 femmes, mais il va essayer de prendre une femme pour pouvoir plaire à ses parents. On voit cette influence que vraiment l'éducation de la mère et du père qui a pris place dans la vie de Jacob, mais aussi comment par la suite Ésaü va revenir, l'influence. Il ne va pas se débarrasser de ça, mais il va essayer de reconstruire à nouveau pour qu'il puisse influencer sa nouvelle société. Parce que sa société, c'est sa famille qui l'a créée. C'est pour montrer que quand tout va mal, quand il y a des difficultés, on peut revenir sur ce qui est vrai. Mais il y a une prise de conscience. Oui, c'est-à-dire il faut prendre oui, c'est ça, il faut conscientiser la situation, les problèmes, nos échecs, etc. Et recommencer, essayer de reconstruire. C'est pour ça que je dis que tout ce que vit un couple sert à le construire. Oui. Mais pour cela, il doit avoir quand même des repères justes qui l'aident à reconstruire. Et notre société, quelquefois, n'est pas toujours un bon repère pour pouvoir reconstruire. Elle ne l'est pas. Vous voyez, n'est pas toujours, je dis. Je dis n'est pas toujours. Je vais pas s'aller complètement. Elle ne l'est pas. Oui, mais je ne vais pas s'aller complètement. Il y a quand même certaines choses que notre société fait qui est bien. Okay. On va se tourner vers le standard. Mais par rapport à ce que disait Sandrine tout à l'heure concernant cette photographie, je crois que c'est important cela. Et dire au couple, on ne peut pas être un couple de 30 ans après 2 ans. Il faut se laisser maturer, il faut laisser se donner le temps. Il faut se donner du temps. Il faut se donner le temps. Et en fait, j'allais dire ça ainsi, je dis, il faut un mature plus mature dans le couple. Oui. Tout à fait. Il faut un mature plus mature. Il faut se dire qu'on est dans la construction. Oui, c'est ça. On est en train de construire. On est en train de construire, il faut se raisonner, être dans ce raisonnement-là, mais un raisonnement éclairé, qui permet effectivement de faire les bons choix pour continuer cette construction. Alors, place aux auditeurs avec Rebecca. On va faire un petit tour au niveau du standard. Oui, j'ai une question d'un internaute. Comment puis-je construire ma famille quand les bases établies s'écroulent par un événement bouleversant? Exemple, infidélité,
divorce, décès, rébellion des enfants, maladie grave. Est-ce qu'on peut reprendre la question? Reprends ta question, s'il te plaît. Comment puis-je construire ma famille quand les bases établies s'écroulent par un événement bouleversant, exemple, infidélité, divorce, décès, rébellion des enfants, maladie grave? OK. Voilà, nous avons bien noté. Wow. Nous avons bien noté la question. Elle est quand même ardue. Alors, Oui, ça sous-entend quelque part que lorsque je vais construire, alors moi je l'entends comme ça, après vous verrez comment vous l'entendez, ça sous-entend que quand je vais construire, tout ira bien. Est-ce que je mets dans ma construction des éventualités? Elles sont prononcées le jour du mariage, qu'il y ait maladie, tempête, qu'il y ait pauvreté. dans les bons comme dans les mauvais. Voilà, je choisis, et ce jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, quelque part, tout est dit là. On sait que la construction va subir des événements dits indésirables. Et dans ce comment je vais construire, je dirais de façon simple, mais ce n'est pas simple, je vais m'adapter. Je vais faire avec. Je vais faire comme je peux. Parce qu'il y a de la douleur. Quand il y a deuil, ça veut dire que s'il y a deuil de l'autre conjoint et qu'il y a des enfants, il y aura des moments où ça va être très dur parce que je vais me retrouver à vraiment tout porter et supporter. Et souvent, on a vraiment des injonctions d'arriver à tout prix. Mais ce arriver à tout prix signifie que tu as fait comme tu pouvais. Tu as fait avec le bon temps, le mauvais temps. Et notre société nous oblige à avoir une construction comme si sans écueil, sans répit, sans faute, sans défaut. Mais la vie réelle, c'est que c'est pas évident, qu'on fait comme on peut, qu'il y a dans un coin, c'est pas à niveau. Mais ça veut pas dire que c'est pas construit. Donc, quelque part, comment construire, c'est essayer de faire au mieux, de faire avec. Si on a besoin d'être aidé, et Moïse l'a très bien souligné, on construit en société, on dit qu'on construit une famille avec un village. On construit une société avec des familles et les familles sont dans un village. Donc comment faire ensemble, mais tout en continuant de choisir et en étant libre et en acceptant que tout n'est pas sans défaut. On fait ce qu'on peut. C'est ça que je veux dire dans tout ce que je dis. C'est pas facile, hein? Donc, cette auditrice a bien mentionné les bases. Oui. Les bases de la famille qui sont ébranlées. Oui, mais justement, on a bien parlé de construction. La construction, c'est sur des bases. Si les fondations sont ébranlées, la construction s'écroule. Et là, c'est le cas de cette auditrice qui parle de fidélité, de maladies graves. Oui, mais pour moi, il y a deux questions là. Il y a deux questions. Il y a la question de ces bases-là qui sont ébranlées. D'accord? Mais maintenant, il y a la question des bases. De ces bases qui sont ébranlées, celles dont elle a parlé, mais la question des bases, des réelles bases, des bonnes bases. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a et il y aura des intempéries. C'est ça. Il y a et il y aura des intempéries. Maintenant, conscientiser cela, on en a déjà beaucoup parlé, parce que ça, c'est important, cela. Et moi, je veux insister auprès de nos amis auditeurs sur la nécessité d'ouvrir nos yeux
sur la réalité et ne pas être simplement dans une relation fleur bleue. Il faut arrêter cela. Pardon de dire ça comme ça, hein, mais ce n'est pas un monde de bisounours. On a besoin de réfléchir à ce que l'on va faire. Lorsque vous voulez construire une maison, encore je reprends, on réfléchit, on fait un plan et on vérifie, plan béton, pour que la chose soit solide. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est solide qu'il n'y aura pas des intempéries. C'est ça. Il y aura des intempéries. Et c'est solide pour faire face aux intempéries. À tel point que c'est vrai que quand un arbre se trouve, les grands arbres, quand ils se trouvent dans un terrain où souvent il y a de l'eau qui fragilise la fondation de l'arbre, les racines, et quelquefois les arbres n'arrivent pas à faire descendre leurs racines principales au fond tout droit. Alors les arbres créent des contreforts. Des contreforts, et vous voyez une partie de l'arbre qui part sur les côtés pour pouvoir supporter. Dans nos maisons, quand par exemple il y a une fondation, un problème de fondation, tremblement de terre, ou bien la terre est descendue un petit peu, on crée des contreforts pour supporter les murs, même les murs de soutènement, on crée des contreforts, soit en métal ou soit en béton pour supporter. La famille aussi, quand c'est ébranlé, il faut aussi, bien sûr, créer des contreforts pour pouvoir supporter. Et ça, il faut réfléchir à savoir quels sont les contreforts que nous pouvons utiliser pour quand une famille est ébranlée par une situation quelconque. Et ces situations-là, divorce, décès, rébellion, maladie grave, ce sont des intempéries. Je ne suis pas en train de les minimiser, hein, mais je suis en train de dire, il y a ce que je vis et ce que je ne veux pas vivre. Il y a ce que je vis, il y a des choses que je vais vivre et que ça ne me pose aucun problème, mais il y a des choses que je ne veux pas vivre. Elles vont venir dans ma vie. Tôt ou tard. Oui. C'est un cycle, ça C'est peut un arriver. cycle. Et donc, en fait, je ne peux pas me marier, par exemple, en me disant jamais je ne divorcerai ou jamais il y aura de décès. C'est possible. Peut-être qu'il n'y en aura pas, mais c'est possible. Et donc, c'est comment je me prépare à divorcer ou je me prépare à la maladie, mais comment je conscientise que c'est quelque chose qui est possible, même si je n'en veux pas. Sauf qu'on a une telle injonction à la perfection. C'est ça. Et j'allais en venir à ça. On oublie que il va falloir faire avec, avoir des erreurs. Et ne pas perdre de vue la mission, la finalité posée au départ. Et alors, l'heure est arrivée de conclure. Ah, d'accord, ok, d'accord. Et de donner de très beaux conseils. Ok, eh bien, je finis. Oui. Pour moi, ma conclusion, c'est aujourd'hui, et que je dirais encore à nos hommes, là, hein, c'est ne plus être des hommes, mais aussi des femmes, et aussi aux femmes, sclérosés, comme nous l'enseigne la société d'aujourd'hui. La société d'aujourd'hui nous invite à être sclérosés, à être recroquevillés sur nous-mêmes. On a besoin, oui, d'avoir un projet personnel, mais d'avoir un projet personnel qui se construit dans cette co-construction et d'interroger aussi autour de nous. On ne peut pas être simplement fixé, nombriliste. Et ça, on nous donne le sentiment dans cette société qu'il y a beaucoup de communication, mais en fait, on est seul dans cette communication. Oui. On est totalement seul. Et ça, plus on est seul, plus on est fragilisé. Plus l'homme va être seul, moins il va être en capacité de porter, moins il va être en capacité de supporter des situations, des intempéries. D'accord? Donc, par contre, il se retourne très souvent sur la femme et il se défile. Donc, chers hommes, cessons de nous défiler, mais positionnons-nous en hommes. Voilà. Alors moi, ce que je dirais, c'est je vais prendre l'image comme ça. Le couple n'est pas une intelligence artificielle. Ça veut dire que c'est pas de la mécanique, c'est du raisonnement, c'est du discernement, c'est de l'adaptabilité. Donc porter, c'est savoir quelle charge je porte, discerner et avancer. Et se donner, et je le dis toujours, hein, le droit à l'erreur. De telle façon de construire et de choisir ensemble. Voilà. Alors, ce que porte l'homme, choix et construction,
nous remarquons que dans notre société, quand quelqu'un a influencé ou apporté quelque chose à la société, on met son nom soit dans une rue, soit dans un édifice, on lui présente un monument en l'honneur pour nourrir cette personne. Eh bien, nous aussi, on a aussi un livre qui aide les gens, qui influence la vie du couple, ce que l'homme peut faire. Et nous avons des récits d'hommes et de femmes qui ont vécu certaines choses, qui n'étaient pas faciles, mais qui se sont bien terminées. Leur histoire se sont bien terminées. Et je pense qu'on peut prendre exemple sur ces personnes en se disant, voilà, comme disait Sandrine, on a droit à l'erreur, mais tout n'est pas que fatalité. Si on choisit la bonne personne qui donne cette influence positive, qui est bien sûr l'Esprit de Dieu, qui peut permettre à ce que l'homme, comme ces héros de la foi que nous lisons dans la Bible, que nous louons, que nous trouvons extraordinaires, mais ces personnes ont fait des erreurs, mais avec l'aide de Dieu, ils ont pu rattraper, ils ont reconstruit, ils ont fait de nouveaux choix et ils ont donné à la possibilité à d'autres personnes de recevoir leur influence pour construire leur vie. Voilà, tant qu'il y a vie, il y a de l'espoir. Merci, chers amis auditeurs, de votre confiance. Merci, Jean. On se retrouve le mois prochain, 4e sabbat du mois, pour cette émission L'Homme sans masque. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. C'était L'Homme sans masque sur les ondes de la 93.3 et le YouTube Live de Radio Vie Meilleure. Présenté, animé par Jean Holder. L'Homme sans masque.